Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission politique hebdomadaire, comme chaque lundi à 20h15 sur Tolesnet TV. Nous revenons sur l'actualité de la semaine dernière et à mes côtés ce soir, Monsieur Neji Jumel, député à l'Assemblée nationale constituante du parti Nahda. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Monsieur Fawzi Sharfi, membre du bureau exécutif du parti El Massar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. C'est gentil. On rentre dans le vif du sujet tout de suite. On va faire un petit tour du côté du Jbel Charambi. On a vu qu'il y a eu à peu près 40 terroristes de plus qui sont rentrés du Mali, qui sont venus du Mali, qui sont partis au Kef, à Jendouba, à Charambi. Il y a eu une collaboration entre l'Algérie et la Tunisie pour essayer de ne pas que les terroristes ne pénètrent pas en sol algérien pour pouvoir avoir plus de problèmes avec avoir d'autres munitions, etc. Donc on a essayé de localiser exactement où est-ce que sont les terroristes. La population tunisienne est quand même assez terrorisée par ce qui se passe. Et beaucoup de gens disent que quand le problème du terrorisme rentre dans un pays, c'est un virus. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Sifa aussi? Quelles sont les actions vraiment à prendre aujourd'hui, immédiatement, pour le peuple tunisien, qui quand même n'est pas habitué à des crises de cette sorte? Non seulement on n'est pas habitué à des crises de cette sorte, mais ce n'était pas le but de la Révolution. Le but de la Révolution, c'était d'assurer une transition pacifique et démocratique. Et malheureusement, nous voyons une détérioration progressive et une escalade certaine de la détérioration des conditions sécuritaires dans le pays. On avait déjà prévenu à cela, on avait tiré la sonnette d'alarme il y a déjà plusieurs mois en disant que l'escalade commençait toujours par une escalade verbale, ensuite ça a commencé même sur les plateaux de télévision. Crescendo, comme on dit. C'est crescendo, tout à fait, et ensuite on arrivait à l'interdiction ou à venir perturber, à la perturbation de réunions publiques, ensuite on en venait aux mains, et ensuite on en venait à l'assassinat politique. L'assassinat, je dirais même dans sa graduation, puisque le premier a été le lynchage de Lotfi le 16 octobre, et ensuite l'assassinat politique le 6 février. Est-ce qu'on peut dire que c'est une stratégie, tout ça, finalement du martyr Chokri Belhaïd. Nous pensions franchement avoir atteint un point culminant le 6 février et que le gouvernement allait prendre ses responsabilités quant à un tour de vis sécuritaire et faire respecter la loi et assurer ce qui est son rôle fondamental, la sécurité dans le pays. Malheureusement, la situation sécuritaire a continué à se détériorer. Maintenant, on parle de poche d'éléments terroristes plus ou moins liés à Al-Qaïda islamique, du Maghreb islamique. Et je crois que tout ceci rentre dans le cadre d'un laisser-aller et d'une facilitation et d'une trop grande températion du ministère de l'Intérieur qui a laissé les choses courir, les choses se développer, qui n'a pas su mettre le holà quand il fallait pour que les gens respectent la loi, que les gens qui contrevenaient à la loi soient arrêtés, traduits devant la loi. Et je citerai également évidemment l'attaque de l'UGTT du 4 décembre. Et je crois que cette escalade maintenant fait que maintenant on est probablement arrivé à un point qui risque d'être un point de non-retour, puisque maintenant c'est la sécurité nationale qui est en jeu, et l'armée est en jeu, et tout ceci montre que c'est quand même que la Tunisie n'est qu'un des éléments d'une politique, d'une géostratégie régionale. Lorsqu'on a dit à M. Al-Arayed, quand il était ministre de l'Intérieur, le Mali c'était important, ils nous ont dit le Mali c'est très loin, on n'a pas de souci de ce point de vue-là, ça n'arrivera pas chez nous. Maintenant, le terrorisme est à nos portes, les menaces intérieures existent, l'assassinat politique, la vérité sur l'assassinat politique... Les armes, la circulation des armes aussi. N'a pas encore été élucidée, et les armes circulent, et tout ceci nous inquiète beaucoup, dans la mesure où tout ceci nous paraît compromettre de façon très sérieuse la tenue d'élections que nous voulons rapides. Très bien, Sinéji. Moi, je veux partir d'un point important et essentiel qui a été dit donc, par M. Fawzi, c'était le respect de la loi. Et je vais insister là-dessus qu'il faut absolument, peut-être que le gouvernement était un peu laxiste dans l'application de la loi avec tous ceux, sans exception, qui ont
sans freiner la loi. Et malheureusement, depuis la Révolution, je peux dire depuis la Révolution essentiellement, il y a plusieurs groupes, plusieurs personnes qui ont tenté et tentent toujours de ne pas respecter la loi. Et je pense qu'il y a une certaine laxisme de la part du gouvernement. Il faut que la loi soit respectée par tous les moyens. Ça, c'est un point. Ce qui se passe donc à Jbel el-Chaambi, nous ne pouvons que le condamner fermement. Et heureusement, il y a donc une condamnation, il y a un consensus autour de la condamnation. Est-ce qu'on aurait pu éviter ça, quand même, Jbel el-Chaambi? Moi, je dis que c'est difficile. On aurait. Ça, c'est au conditionnel, mais on aurait. Donc, mais c'est difficile. Non, mais comme M. Fawzi disait qu'on n'a pas pris les bonnes décisions, on a tiré la sonnette d'alarme. Vous savez, quelles sont les bonnes décisions? Moi, je pense que ce soit donc ce fléau du terrorisme qui a commencé depuis des années, il faut le savoir, mais qui a progressé, que c'est les forces spéciales compétentes pour traiter ce problème suivaient ce fléau depuis des années et depuis au moins, je suis sûr et certain, depuis ce gouvernement. Et même ce qui se passait à Chaambi, dès donc, le départ, il y a la force spéciale qui ont la compétence nécessaire pour traiter ce problème. Le politique pouvait dresser donc la politique générale, pouvait faire du soutien, mais sur les opérations sur le terrain, le politique ne peut pas intervenir. Ça, c'est une chose. Aussi, il y a le soutien ferme et total à nos forces de sécurité, que ce soit donc l'armée ou la force donc de la police. Et une troisième chose, il faut que le gouvernement mette tous les moyens nécessaires et efficaces pour l'éradication de ce fléau. Je pense, et donc ça certainement c'est un point qu'on va aborder plus tard, qu'il y avait hier donc un consensus, et c'est un message ferme, définitif, et je pense dissuasif aussi pour tout groupe qui pense violer le territoire tunisien, que ce soit des Tunisiens ou des gens qui viennent de l'extérieur. Il y a unanimité entre les Tunisiens pour condamner et pour faire face à ce fléau. Et ça, c'est un message nécessaire, mais c'est un point qui a été abordé. On a vu que les forces de l'ordre demandaient à ce que la loi du terrorisme revienne, qu'on la réactive. Sur ce point, moi, je ne connais pas dans le détail donc, de cette loi, mais je pense dans le contexte où il était mis en place et comment il était pratiqué par le régime des Ben Ali, je pense qu'il faut qu'on soit réticent dans l'application et la mise en place de cette loi. Moi, je suis partant pour modifier cette loi, mettre donc s'il y a des points importants, nécessaires pour qu'elle reste, il faut qu'elle reste, mais d'une manière générale, cette loi, dans la conscience de la majorité tunisienne, ce n'était pas une bonne loi et c'était utilisé pour des fins non démocratiques. Moi, je voudrais évidemment rendre hommage aux forces de l'ordre, aux forces de sécurité, à la garde nationale, à la police nationale, à l'armée nationale, qui veillent à notre sécurité et qui veillent à l'intégrité, à la non-violation de nos frontières, malgré le fait qu'ils ne soient pas, à mon avis, très bien dirigés, ni par le ministère de la Défense, ni par le ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Lorsque j'entends M. Nejijmal condamner, bien sûr, on ne peut qu'acter positivement la condamnation de pareilles pratiques. Mais j'attends d'un parti au pouvoir qui ne condamne pas, j'attends d'un parti au pouvoir qui prenne les mesures nécessaires, préventives et curatives vis-à-vis de ce type de fléau. Lorsque je dis que nous avons déjà tiré la sonnette d'alarme, ça veut dire qu'il y a effectivement des forces de sécurité spéciales, il y a des forces de contre-espionnage, il y a des forces qui sont au courant de ces différents mouvements, il y a une collaboration qui se fait entre pays amis et frères, secrets, etc. Entre l'Algérie et la Tunisie, il y a des échanges d'informations, et donc on savait depuis longtemps qu'il y avait un risque de menace terroriste sur nos frontières. Et je pense que le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense n'ont pas pris de mesures qu'ils auraient dû prendre en prévention et donner un signal fort pour dire que ce type de menace était inacceptable sur notre pays. Donc j'attends des gouvernants qu'ils agissent et non pas qu'ils condamnent. La condamnation ne suffit pas. Vous vous comportez comme si vous étiez comme nous dans l'opposition. Vous êtes au pouvoir, vous êtes aux affaires, c'est à vous de prendre les choses en main, c'est à vous de prendre les mesures concrètes pour tirer la Tunisie et notre pays de ce mauvais pas sécuritaire. Bien sûr, les forces spéciales existent, bien sûr, notre police sait y faire, les capacités nous les avons, mais on sait aussi qu'il y a eu
un couperet qui est tombé du temps de M. Ali El-Araïd quand il était mis au ministère de l'Intérieur, puisqu'on a enlevé plusieurs hauts responsables, on a décapité plus ou moins l'administration sous prétexte que c'était une administration inféodée à l'ancien système, et ensuite on a laissé les choses aller, disons, la bride sur le cou, et on n'a pas suffisamment, à mon avis, tiré les leçons de l'expérience algérienne d'il y a une vingtaine d'années. On n'a pas assez écouté. Je crois que l'intégrité du territoire national est une affaire nationale et elle intéresse aussi bien les gens au pouvoir que les gens qui sont dans l'opposition. Pourquoi on va refuser l'aide des Algériens? Et je ne pense pas du tout qu'il y ait quelqu'un qui aille dans la surenchère vis-à-vis de la défense de l'État. Ça, c'est une affaire qui nous concerne tous. Pourquoi avoir refusé l'aide des Algériens au début? Pourquoi on n'a pas collaboré au tout début? Moi, je suis persuadé qu'il y a une collaboration qui se fait avec l'Algérie, que la défense des frontières est une affaire commune avec le respect de l'intégrité du territoire de chaque pays, et qu'il y a forcément une intrication entre les deux et qu'il y a forcément des échanges d'informations. Je demande avec insistance à l'équipe gouvernementale de prendre les mesures nécessaires. N'oublions pas que notre armée est fatiguée. Ça fait 2 ans et demi depuis le 14 janvier que nous sommes en état d'urgence, que l'armée est dévoyée à des missions qui ne sont pas forcément ces missions qui sont les siennes au départ, qui sont la défense du territoire, et qu'elle est obligée maintenant, vu l'état d'urgence, d'être obligée de défendre certaines institutions publiques, certains organismes ou certains points stratégiques. On peut dire que notre chef d'État... Et ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas durer. Est-ce qu'on peut dire que notre armée, elle est bien ou mal dirigée par notre chef d'état-major ou par des 3 armées? Je ne pense pas que notre armée soit mal dirigée. Un chef d'état-major marche sur les instructions, selon les instructions données par le ministère de la Défense. Lorsque M. Gemal dit que le politique n'intervient pas avec le sécuritaire, je ne partage pas du tout ce point de vue. Je pense que le politique est à la base de la décision. Et le sécuritaire exécute la décision du politique. Donc le sécuritaire donne une information, donne une évaluation d'une situation, dit voilà les possibilités qu'on peut étudier, voilà les différents scénarios possibles, et c'est le politique qui prend une décision. Donc il faut avoir le courage politique de prendre des décisions qui vont à l'encontre de certaines personnes qui sont plus ou moins, je ne dis pas inféodées, en tout cas sympathisantes du parti actuellement au pouvoir. Moi je ne partage pas cette idée comme quoi le gouvernement n'a pas mis ce qu'il est nécessaire pour éradiquer ce fléau, et d'abord donc dire que la force de sécurité est mal dirigée. Il faut savoir, et ça, il faut lier avec le limogeage de certains hauts fonctionnaires. Il faut savoir qu'il y a certains hauts fonctionnaires qui étaient limogés, et à juste titre, donc pour des raisons valables, mais aussi bien, ce sont des hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui ont pris leur place. Et on ne peut pas reprocher aux responsables au ministère de l'Intérieur d'aujourd'hui qu'ils ont moins d'importance ou de compétences de ceux qui ont été limogés. Comment peut-on dire que le gouvernement n'a pas tout mis en place ou la politique du gouvernement a échoué? Si, donc certains, ce qui se passe, c'est condamnable et on va se le dire, mais il faut savoir dans tous les pays du monde, et ce n'est pas pour minimiser ce qui se passe aujourd'hui, dans tous les pays du monde, qu'on ne peut pas leur reprocher de ne pas mettre soit les moyens en place, soit la volonté pour éradiquer ou lutter contre ce fléau, oui, malgré ça, on continue à voir, et dans le plus grand pays du monde, des actes de terrorisme. Est-ce que la Tunisie va être une exception ou la Tunisie a les moyens de le mettre en place pour faire un obstacle à ce fléau? Moi, je ne pense pas. Et je pense que le gouvernement, je disais tout à l'heure, j'ai commencé par, il y avait un certain laxisme, mais pas uniquement, il faut savoir, avec donc le groupe de terroristes, il y a un laxisme général concernant la condamnation et la lutte de tous ceux qui ne respectent pas la loi. Soit je le reconnais, mais contre ça, donc vous dites qu'il y a un service. Certes, il y a le service de contre-espionnage en Tunisie, il est défaillant. Mais défaillant pourquoi? Parce qu'il y a une demande de la Révolution de dissoudre une fois pour toutes le service qui s'occupait de la sécurité avant. Et c'est difficile pour un gouvernement de transition en l'espace de 2 ans de fabriquer et de mettre en place service très efficace pour lutter efficacement. Un autre point, donc je ne sais pas, vous dites que la Tunisie a refusé la collaboration de l'Algérie. Moi, je n'ai jamais entendu cette information, mais par contre, je sais qu'il y a une collaboration étroite et nécessaire. Entre les deux armées. Entre les deux forces de sécurité, je ne sais pas, entre l'armée ou entre la police ou entre la garde nationale, ça, je ne peux pas le dire, mais certainement,
il faut, et c'est nécessaire, c'est vital, que les deux forces de sécurité cohabitent, travaillent ensemble, collaborent pour éradiquer ce fléau. On sait très bien que l'Algérie a une large et riche expérience dans la lutte contre la violence. Ils ont payé contre beaucoup contre la violence, le terrorisme. Donc, et c'est normal que la Tunisie donc, se fasse aider aussi essentiellement par l'Algérie pour lutter contre ce fléau qui est aussi dangereux pour la Tunisie que pour l'Algérie. Monsieur Fawzi Chalfi. Moi, je voudrais réagir pour dire, je n'ai pas voulu vous interrompre, mais je voudrais réagir sur trois choses. Premièrement, vous dites que le terrorisme existe ailleurs et ça justifie son existence en Tunisie. Non, ça ne justifie pas. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas dit justifier. Vous me dites, vous avez dit, parce que ça existe ailleurs, il n'y a pas de raison que la Tunisie ne soit pas touchée par le terrorisme. Non, excusez-moi, je dis, donc si d'autres pays plus rodés que nous, plus riches que nous, ils ont beaucoup plus des moyens que nous, ils n'ont pas réussi à éradiquer, stopper le terrorisme. Ce n'est pas le petit pays qui est la Tunisie, avec les moyens qu'il a lutter. À mon avis, il ne faut pas aborder le problème sous cet angle-là. Franchement, je sais que vous êtes quelqu'un de très calme et de très posé, mais je dis simplement qu'il faut rétablir les vérités. Il n'y a pas de justification au terrorisme, quelle qu'elle soit. Aucune justification n'est possible, ni son existence aux États-Unis, ni en Europe, ni ailleurs, et encore moins chez nous, d'autant que c'est une pratique qui nous est tout à fait étrangère, premièrement. Deuxièmement, vous avez parlé de nomination. Moi, je peux vous dire que vous prétendez que les gens qui ont été éliminés parce qu'ils étaient de l'ancien régime ont été remplacés par des gens qui avaient la même compétence. C'est archi faux. C'est archi faux, permettez-moi de vous le dire, de l'aveu même des agents des forces de sécurité qui ont manifesté il y a 4 ou 5 jours devant l'Assemblée nationale constituante. Et lorsqu'on a discuté avec eux, et je vous invite à aller discuter avec eux, moi j'ai refusé de discuter avec eux parce que j'ai entendu leur discours. Vous avez refusé de discuter avec eux. Moi, je pense qu'il faut aller discuter avec eux. Il faut toujours écouter les professionnels. On a rarement vu des agents de la sécurité, des agents de la garde nationale, des agents des forces spéciales descendre manifester. Ce n'est pas dans la tradition des forces de sécurité. Et lorsqu'ils le font, c'est parce qu'ils veulent tirer la sonnette d'alarme. Il y a un ras-le-bol. Il y a le ras-le-bol, mais il y a aussi l'intérêt national et c'est par patriotisme qui sont descendus pour tirer la sonnette d'alarme vis-à-vis de la population tunisienne face à la gravité de la situation. Est-ce que vous êtes au courant que le chef des brigades spéciales tunisiennes, son nom m'échappe, qui était là en 2011, vient d'être muté consul en Autriche. Est-ce que c'est le moment? On a une brigade d'unité spéciale qui fonctionne très bien. La brigade antiterroriste, la BAT, son chef vient d'être muté comme nommé consul en Autriche. C'est Talhouni, c'est Talhouni, voilà. C'est Talhouni, merci de me l'avoir rappelé. Monsieur Talhouni vient d'être muté. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment? On avait besoin des compétences des gens rodés qui ont suggéré le départ de Ben Ali le 14 janvier et qui auraient été là pour nous aider. C'était le moment de le muter? Je ne pense pas. Dernière chose, vous parlez de la police politique. La police politique, ce n'est pas le contre-espionnage. Il y a eu une demande de la révolution juste qui était l'élimination de cette police politique qui vous écoutez certainement vous, qui m'écoutait moi, qui écoutait les opposants avant le 14 janvier, qui faisait les écoutes, qui faisait le suivi et qui empêchait les gens de faire de la politique. On n'en est pas là. Là, il s'agit de structures dont on ne parle jamais sur les plateaux de télévision, qui sont des structures de dérouage de l'État, dont on ne parle pas, et moins on en parle, mieux elles se portent, et qui sont là pour veiller à la sécurité de l'État. Il ne s'agit pas de la sécurité d'une ville ou d'un parti quelconque, c'est la sécurité de l'État. On ne parle pas qu'il n'existe pas. Parce que ce n'est pas la sécurité, ce n'est pas la police politique. Je veux dire, comment vous le contre-espionnage qu'on ne parle pas et la défense du territoire. Et en même temps, vous suggérez qu'elle n'existe pas. Non, la défense, je vous dis que la défense du territoire incombe, ou la surveillance de la défense du territoire incombe à un corps particulier de la police. Il existe ou il n'existe pas? Il existe. Oui. Mais ce n'est pas la police politique. Ce n'est pas de ce corps-là que la Révolution a demandé qu'on enlève. Ce n'est pas ce corps-là qu'elle a demandé qu'on enlève. Elle a demandé qu'on enlève le harcèlement, qu'on a demandé l'introduction dans la vie individuelle des personnes pour des raisons politiques. Vous pensez qu'il y a une dissociation entre les deux services? Je sépare la surveillance du territoire national et les menaces contre le territoire national et les problèmes politiciens internes où on vous surveillait, où on surveillait d'autres, ou moi-même, ou d'autres gens, pour ne pas gêner le pouvoir en place. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Et moi, je veux revenir sur cette mutation ou nomination. Moi, je n'ai pas les compétences nécessaires pour juger
de la compétence de telle ou telle personne, mais je sais, tous ceux qui travaillent au ministère de l'Intérieur, les hauts cadres d'aujourd'hui, certainement ont la même compétence que leurs collègues qui étaient limogés. Je ne pense pas. Je ne pense pas. La preuve. Moi, je n'ai pas les moyens, mais je pense que c'est normal et c'est logique. Vous me dites. La preuve, c'est la mauvaise gestion de tout l'État. L'appareil sécuritaire n'est qu'une partie de l'État. Tout l'État est mal géré. Parce que vous êtes arrivé au pouvoir et que vous avez changé toutes les nominations. Et vous avez même, au cours du dernier gouvernement, accepté que dans le cadre de la neutralité de certains gouvernements, de certains ministères, comme le ministère régalien, comme le ministère de la Défense, comme le ministère de l'Intérieur, de la Justice et des Affaires étrangères, il y a même une commission de révision des nominations qui ont été faites. Cette commission n'a toujours pas commencé à travailler et cette commission. Donc, à partir du moment où vous acceptez qu'il y ait une commission de révision, vous acceptez de facto le fait qu'il y ait eu des nominations qui étaient infondées. Non, jamais. Donc, nous avons accepté ça. Réponse de M. Neji, je ne passe à un sujet. Nous avons accepté ça parce que nous pensons que les nominations étaient fausses ou mal faites, mais parce que c'était une exigence de l'un de nos des partis qui sont dans la coalition, certainement. On a accepté le principe de on est prêt à revoir la nomination de toute personne qui donc donc dans le terrain où le résultat de sa nomination, il n'a pas fait son travail correctement. Nous nous étions jamais. 2 mois après, cette commission n'a pas commencé à travailler. 2 mois après, est-ce que vous comptez rester encore 2 ans, 3 ans, 4 ans avant les élections? Est-ce que vous ça dépendra de pas de nous. Est-ce que vous pensez rester encore 2 ou 3 ans pour avoir le temps que cette commission travaille? Cette commission aurait dû commencer immédiatement après la nomination de M. Ali Larayet comme chef du gouvernement. Elle n'a toujours pas commencé à travailler. Et donc, la neutralité même. Donc, j'en profite juste 10 secondes pour dire qu'il y a eu probablement une nomination de personnes neutres à la tête du défi ministère, mais qu'il n'y a pas de neutralité des ministères. C'est-à-dire que les directeurs ne sont... Il y a la neutralité des ministres, mais il n'y a pas de neutralité des ministères. Et les ministères restent occupés par les mêmes personnes qui existaient du gouvernement d'Ahmed Jbeli, et c'est pour ça que les mêmes causes reproduisant les mêmes effets, nous aboutissons actuellement aux mêmes catastrophes. De la même façon, vous pensez que, c'est-à-dire donc les fonctionnaires qui travaillent au ministère, soit de l'Intérieur ou de l'extérieur ou de la justice, parce que c'est eux normalement qui font le travail, qui ne sont pas neutres parce que c'était sous le gouvernement de M. Jbeli ou le gouvernement de M. Ali Larayet. Parce qu'ils ont été nommés par lui. Oui, nommés, mais sont des fonctionnaires de l'État. On sait qu'ils ont été nommés sur l'appartenance politique. Oui, ça c'est vous qui le dites. Oui, non, parce que ce n'est pas vrai. Parce que c'est dans le droit et dans le droit du ministre de nommer les fonctionnaires dans son ministère, mais tout en restant un fonctionnaire du ministère. Il n'a pas le droit d'amener X ou Y d'ailleurs pour qu'il l'introduise dans son ministère. Mais qu'il nomme un fonctionnaire parce qu'il travaille à Tataouine et le met à Bizerte ou à Bizerte qu'il le met à Sousse. Mais vous savez que tout ceci n'est pas vrai. Vous essayez de vous convaincre de quelque chose qui n'est pas vrai. Non, puisque vous savez même qu'il y a eu même une suspicion d'un appareil sécuritaire parallèle au sein même du ministère. Suspicion qui n'a jamais été vérifiée. Oui, forte suspicion. Vous n'avez jamais été capable de donner les noms de ces gens-là et de dire que ces gens-là n'appartiennent pas. C'est pas à nous de donner les noms de ces gens. C'est ceux qui font cette accusation de donner les preuves de l'existence. On les a donnés. Vous l'avez donné à qui? On les a donnés. À qui? On les a donnés au ministre de l'Intérieur. On les a donnés. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a dit qu'il allait voir, etc., qu'il n'y avait rien. Mais ça, c'est la langue de bois habituelle. Oui, si, donc maintenant encore, on a un ministre qui, comme vous l'avez dit, et tous ont dit que c'est un ministre indépendant, et maintenant, même lorsqu'il il nie l'existence de cette soi-disant pareil parallèle, vous dites non, vous persistez qu'elle existe. Il ne nie pas, il n'a jamais nié. J'ai jamais entendu le ministre actuel faire une déclaration en disant... Si vous dites que vous avez donné toutes les preuves nécessaires et tous les documents nécessaires pour prouver l'existence de cet appareil donc similaire, il vous dit, ça fait 2 mois qu'il vous dit qu'il n'a rien trouvé. C'est autrement dit, c'est si vous voulez, monsieur, on va arrêter sur le côté sécurité. On a bien parlé. Non, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'avant l'Assemblée constituante sur le compte de NASA affirme clairement et hautement qu'il n'y a pas que les nominations n'ont pas été faites sur l'appartenance politique et ont été faites uniquement sur la compétence. Vous l'aviez découvert aujourd'hui, moi je le dis, c'est depuis des années. On se demande pourquoi cette administration qui a bien fonctionné jusqu'aux élections a complètement chuté après si les compétences étaient les mêmes. Je laisse aux Tunisiens de juger que l'administration a bien fonctionné. J'espère que les Tunisiens vous jugeront et vous jugeront aux prochaines élections. Certainement. Ça, ils vont le faire, ça, certainement. Alors, et pas que nous.
On en vient sûr, maintenant au dialogue national, si vous voulez bien, le deuxième round avec jeudi 16 mai. On a vu que c'était donc l'UJTT qui a pris place toute la journée. On a vu des déclarations de Zied Lakhdar qui a provoqué un beau grabuge au sein de, au sein donc de cette réunion, de ce rassemblement. Et donc, M. Rachid Ghanouchi avec Sahbi Atik sont sortis, après ils sont revenus. Alors, si on peut avoir plus d'explications de côté de Nahda par rapport à ça. Je n'ai pas beaucoup d'explications parce que je n'ai pas assisté donc, à cet événement important. Il y avait donc la délégation donc, de Nahda était composée par 3 personnes, Cheikh Rachid Ghanouchi, le président du bureau politique et le président donc, de notre groupe parlementaire. Et lorsque M. Zied Lakhdar a pris la parole pour accuser directement Nahda d'être responsable de l'assassinat de Chokri Belaïd, donc on a estimé que ce n'est pas ni le lieu ni le moment d'accuser accusation gratuite. Oui, parce qu'ils sont revenus, parce que nous, la décision, c'était pas de ne pas assister à cet événement important. Il faut que Nahda soit présente, et c'est important, et c'est nécessaire, leur présence. Et donc, on n'a pas voulu trouver un prétexte pour quitter donc l'Assemblée. Et c'est pour ça, après l'intervention de monsieur le secrétaire général, M. Al-Abbasi, et donc le Hached et d'autres, donc notre délégation a jugé utile, et malgré donc cette faute politique grave que j'estime, donc ils ont jugé utile de revenir et de continuer donc à assister à cette assemblée qui a abouti sur une déclaration donc, hier soir. Des déclarations, il a dit qu'il y a eu beaucoup de concessions qui ont été faites par rapport à ce rendez-vous, à cet événement. Moi, je n'ai pas tous les moyens. Certainement, j'ai entendu au moins la moitié de la déclaration. Je n'ai pas eu le temps de la lire. Je pense que c'est une chose importante, cruciale, et qui est arrivée à un point nommé pour la situation politique en Tunisie. Il y avait la condamnation totale du terrorisme. En même temps, j'espère que c'est un signal nécessaire et fort, que ce soit pour les Tunisiens avant tout, et surtout pour ces groupes donc, de terrorisme, tunisiens ou autres, qui pensaient violer les territoires tunisiens. Aussi, il y a une volonté nationale d'assurer les élections dans des bonnes conditions. On reviendra sur l'ISI, justement, juste après. Si Fawzi Chach, est-ce que vous pensez que ce dialogue national, finalement, qui a commencé par le round 1, le 2, on va arriver au 3 aussi, est-ce que vous pensez que ça tient la route? Bon, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que cette deuxième mi-temps, ou cette deuxième session du dialogue national initiée par l'UJTT, je voudrais d'abord rendre hommage à l'UJTT, à sa persévérance d'avoir absolument tenu à réunir toutes les composantes politiques de la société civile et des personnalités indépendantes, considérant que la nécessité d'un consensus n'impliquait pas uniquement les partis politiques. Et nous, Al-Massar, nous étions tout à fait dans cette démarche-là. Et on a montré que nous étions dans cette démarche-là lorsque nous avons refusé d'assister à la conférence qui a lieu à Dar Ziafa, considérant que c'était une conférence ou un échange de points de vue qui était fermé à certains partis politiques et qui n'était pas, et que le consensus devait être réellement national, et que l'échange des partis politiques seuls sur 5 ou 6 partis, même s'ils avaient une forte représentation à l'Assemblée nationale constituante, n'était pas ce qu'il fallait pour cette période-là. Deuxièmement, c'est que je note positivement que les 2 partis qui n'ont pas assisté le 16 octobre ont accepté enfin de rejoindre cette initiative de l'UJTT, et ça, c'est un pas positif. Donc, tout le monde a accepté de venir et de discuter dans l'intérêt du pays pour trouver les compromis nécessaires ou le consensus nécessaire pour nous sortir de cette période qui dure beaucoup plus longtemps que ce qui était souhaité. Quelle est votre réaction Qu'est-ce qu'on a obtenu Juste pour vos réactions par rapport à Zied Lakhdar, la déclaration de Zied Lakhdar, est-ce que c'était le moment, le lieu de balancer ça je crois que, pour reprendre votre terme, je dirais que celui qui a commencé le premier à mettre les choses avant Zied Lakhdar, c'était le président de la République qui a commencé. On attend toujours du président de la République, quelle que soit sa légitimité, quelle que soit sa personnalité, d'être un rassembleur de tous les Tunisiens, notamment dans cette période-là où nous sommes
si différents parfois les uns des autres dans nos orientations politiques, mais où on a besoin absolument d'être rassemblés. Et la présidence de la République avait ce rôle fondamental de rassembler, d'être au-dessus des partis, au-dessus de la politique et de rassembler les Tunisiens dans une note de patriotisme et de défense de la Tunisie et des valeurs de la Tunisie. Et je pense que le président de la République a raté une occasion de paraître rassembleur dans cette initiative, parce que c'était une initiative qui visait à rétablir le dialogue entre toutes les parties. Et donc j'ai salué le CPR et NARS qui y ont assisté, mais le président de la République est parti dans des digressions qui n'étaient pas non plus justifiées à ce moment-là. L'histoire du niqab, l'histoire de passer l'examen avec niqab, etc. Mais le président de la République nous a habitués à ces digressions, aussi bien sur les plateaux de télévision étrangères, aussi bien dans les pays étrangers, qu'ils soient du Golfe, qu'ils soient européens. Bon, et on n'est plus à une digression près. Considérant le propos de Ziad Lakhdar, il doit en assumer de la pleine responsabilité. J'ai assisté à ce dialogue national. Je n'ai pas assisté à l'intervention de Ziad Lakhdar, mais je pense qu'il faut comprendre ça, pas pour tempérer ni pour justifier ce qui a été dit, parce que je ne l'ai pas entendu. Mais je pense que les accusations qu'ils ont, il y a un fort ressentiment dans le parti de Chokri Belaïd. Ziad Lakhdar est le secrétaire général du parti de Chokri Belaïd. Et ce parti-là est blessé, a encore une plaie, franchement, encore, qui saigne encore. Une plaie à l'air. Et ils sont, franchement, encore très traumatisés, comme nous tous, par l'assassinat de Chokri Belaïd, et ils ne comprennent pas que l'État ne mette pas suffisamment de volonté, suffisamment de force, suffisamment de persévérance pour dépister et démasquer les assassins et les commanditaires de l'assassinat. Et je pense que derrière l'assassinat. Et je pense que on a plus ou moins l'impression qu'actuellement on voudrait plus ou moins faire oublier l'assassinat de Chokri Belaïd dans le cadre de l'actualité qui se passe régulièrement chez nous et qui est riche, mais on n'oubliera pas Chokri Belaïd et il ne pourra pas y avoir non plus d'élections sincères, d'élections franches, d'élections libres en Tunisie et d'élections dans un bon cadre sécuritaire si la vérité sur l'assassinat de Chokri Belaïd n'aura pas été faite. Et ça, c'est le travail encore, et c'est encore le travail du parti au pouvoir. Le parti, pour gouverner est difficile. Vous êtes en train d'en faire la meilleure expérience. Gouverner, ce n'est pas une chose facile. Le pouvoir use. Vous êtes en train d'en faire la meilleure expérience. Mais moi, je vous dis que c'est le travail du ministre de l'Intérieur, l'ancien et le nouveau. Et l'ancien, lorsque dans les pays démocratiques et dans les pays évolués, un ministre échoue dans sa fonction, il quitte, parce qu'un poste ministériel n'est qu'un poste où démissionne, où il s'en va, où il est limogé. Ici, lorsqu'un ministre échoue, il est promu à un poste plus important. Alors, on va répondre. Commençons par le dernier. Moi, j'ai jamais entendu une personne de l'opposition, soit ici ou ailleurs, assurer que le gouvernement ou un ministre de gouvernement a réussi dans cet examen. Donc, vous dites qu'il a échoué, et donc, vrai. Comme si c'est l'argent cortant, il faut la prendre. Vous le dites, c'est dans votre rôle, mais ce n'est pas la vérité absolue. Aussi, il faut savoir aussi la déclaration du monsieur Ziad Lakhdar. Donc, il met ce clé. Je comprends bien, mais ne justifie pas les paroles, surtout dans un moment où, normalement, tous les Tunisiens sont venus pour, c'est un moment solennel, pour dresser la situation de la Tunisie et essayer de voir clair, tous ensemble, comment peut-on finir cette période. Je ne justifie pas les propos de Ziad Lakhdar, je ne les ai pas entendus. Je n'ai pas dit que vous l'avez justifié. Je dis simplement que la psychologie des amis, de nos partenaires, du parti de Chokri Belaïd, les Ouattara sont des gens qui sont blessés. Cette plaie n'est pas cicatrisée et elle ne cicatrisera pas tant que les assassins de Chokri Belaïd et leurs commanditaires ne seront pas démasqués. Et on voudrait que ce gouvernement montre qu'il est capable de gouverner et de débusquer et de démasquer ces assassinats, parce qu'il en va même de l'avenir de la transition démocratique. Et si vous n'êtes pas conscient dans ce gouvernement de la grave... Alors, si vous êtes conscient, c'est que vous ne faites pas tout et donc c'est volontaire. Donc, nous sommes conscients et je pense que nous ferons tout ce qui est possible pour élucider cette affaire. Vous ne devez pas faire ce qui est possible, vous devez élucider. Lorsque vous êtes en charge de l'État, vous devez élucider. Vous n'avez pas à faire. Vous n'avez pas l'obligation des moyens, vous avez l'obligation de résultats, pas de moyens. Je sais, mais nous devons mettre les moyens nécessaires et possibles. Vous avez une obligation de résultat. Mais nous devons mettre les moyens, certainement, et le peuple tunisien nous jugera. Mais je suis un peu étonné de vos propos lorsque vous dites qu'il n'y aura pas des élections transparente tant que cette affaire n'est pas élucidée. Et j'espère que ce n'est pas la position de votre parti. Donc, autrement dit, j'ai du mal à comprendre que vous exigez que le gouvernement
mettre tout en place pour élucider cette affaire, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais suspendre la tenue des élections et l'avenir de la Tunisie pour élucider cette affaire, c'est trop demandé. Non, ce n'est pas trop demandé. Moi, je pense que c'est trop demandé. Moi, je pense que c'est trop demandé. Ce n'est pas trop demandé. C'est simplement pour vous faire dire est-ce que vous voulez qu'on suspende l'avenir de la Tunisie et que ces assassins ne seront pas démasqués, il y aura encore un climat sécuritaire délétère dans ce pays. Et tant que ce climat sécuritaire sera encore délétère, il ne pourra pas y avoir d'élection. Dites-moi pourquoi il y a une différence entre la dissolution de la Ligue de protection de la Révolution. Une des pierres d'achoppement. C'est un autre sujet, si vous voulez, on l'abordera. C'est lié. Moi, je ne vois pas de lien de cause à effet entre l'assassinat de Chokri Belrhid et la Ligue des révolutions. Moi, je ne vois pas, et donc on essaye d'émisser les deux affaires. Vous êtes membre de l'Assemblée nationale. Bien sûr, je suis membre de l'Assemblée et je vis en Tunisie et je connais bien la situation. Et vous êtes en train de me dire que vous ne voyez pas de relation entre la dégradation sécuritaire, l'assassinat politique et la Ligue de protection de la Révolution. Il n'y a pas de relation directe entre les deux, mais tout ceci intervient dans le cadre de la détérioration. Entre l'assassinat de Chokri Belrhid et l'affaire de la dissolution de les ligues de la Révolution, je ne vois pas le lien direct. Si, le lien, surtout, vous mettre en suspension l'avenir de la Tunisie et donc l'organisation des élections à l'élucidation de cette affaire. C'est une dégradation de la situation sécuritaire. Et ensuite, vous allez me dire, je ne vois pas de relation entre l'assassinat de Chokri Belrhid et le fait qu'il y ait du terrorisme à Jbal Shaambi. Mais bien sûr que tout ceci est lié. Mais bien sûr que tout ceci ce sont des éléments différents d'une même boucle de dégradation de la situation sécuritaire. Et si vous n'êtes pas conscient de ça, c'est quand même inquiétant. On va quand même je reviens un peu sur ça et on se recale un peu. Lorsque vous dites que le président de la République doit être un rassembleur, moi je ne vois pas dans ses propos où il n'était pas rassembleur. Sauf si vous estimez que ces filles voilées, donc voile intégrale, qu'on appelle voile intégrale, donc ne font pas partie de la Tunisie, donc n'ont pas le droit de passer des examens et encore peut-être n'ont pas... Non, vous êtes dans la caricature. Le président de la République, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il faut que ces filles tunisiennes... Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il faut que ces filles tunisiennes doivent avoir le même droit et le même devoir que les autres. Ils ont le droit de passer leur examen. Point bas. Personne n'a dit qu'ils n'avaient pas le droit de passer. C'est ce qu'il a dit le président de la République. Non, mais il y a des gens qui ont contesté. Ils avaient le droit de passer leur examen avec le niqab. Or, je vous rappelle simplement, parce que je ne veux pas polémiquer sur ce sujet, il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été dites, redites et écrites. Il y a même eu des décisions judiciaires qui sont sorties sur ce sujet. Ça, je vous dis, ne passera jamais. Ça ne passera jamais. Regardez, dans un l'acquittement pays du doyen démocratique depuis des siècles, voire des décennies, des femmes voilées ont le droit de passer leur examen avec le voile intégral, alors qu'en Tunisie, qui est un pays musulman, vous suggérez... Revenez aux décisions de justice qui ont confirmé la décision des conseils scientifiques existants, qui ont une autonomie. Regardez la décision d'acquittement du doyen Qazdar, des doyens de la faculté des lettres et des sciences humaines de la Manouba. Je ne polémiquerai pas là-dessus, mais je pense qu'actuellement, il faut chercher, nous étions dans une conférence pour chercher les points de convergence et pas les points de divergence. Je dis simplement, pour moi, le personnage le plus important là-dedans n'était pas le président de la République. Le personnage le plus important de cette réunion n'était pas le président de la République. Mais je pense qu'il a raté une occasion d'être un fédérateur et un rassembleur du peuple tunisien. De toute façon, c'est ce que vous pensez de monsieur le président de la République, ça ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce que ce dialogue a permis vraiment de rassembler tous les partis, de tourner la page? J'espère. Est-ce que vous pensez que ça va aboutir? Je ne peux pas vous dire, est-ce qu'il a rassemblé tous les Tunisiens? Oui ou non, je ne peux pas vous le dire. Donc d'abord, je n'ai pas assisté et je ne sais pas est-ce que c'est tous les partis politiques ont assisté, mais je pense la plupart des partis politiques ou tous, avec les grandes associations donc, de la société civile, il y a une déclaration donc solennelle de tous qui l'ont signée. Et je pense que le plus important, ce n'est pas la déclaration, mais que cette déclaration soit appliquée et respectée par tous. C'est le plus important. Fawzi, on va passer à un autre sujet. Non, je termine sur le dialogue national. Sur le dialogue national, je termine sur le fait qu'il y a eu des points de convergence. Et je dirais que les discussions qui ont eu lieu à Dardief et auxquelles a participé le parti Jomouri, qui est notre allié
dans notre partenaire avec dans l'Union pour la Tunisie, avait obtenu certains accords préalables sur la nature du régime politique, sur la liberté de conscience, sur la liberté du droit d'exercice du droit syndical, sur le droit de grève. Ce sont des choses qui étaient importantes. Mais il reste quand même des choses qui sont importantes, qui sont encore des points de divergence. En suspens. Vous avez dit tourner la page. On n'a pas tourné la page, on a ouvert la page. On n'a pas tourné la page. On a ouvert la page parce qu'il existe maintenant des points de divergence. Parmi les points de divergence, il y en a 3, importants à mon sens. Premièrement, c'est l'article 136 du 3e brouillon du projet de Constitution qui dit de façon claire qu'aucun article de la Constitution ne peut être modifié s'il n'est pas conforme à l'alinéa 1 au fait que la religion de l'État tunisien est la religion musulmane et l'islam. Donc c'est l'article 136 dont on a demandé l'abrogation pure et simple parce qu'il est en contradiction directe avec l'article 1 et le caractère civil de l'État qui était mentionné à l'article 2. Deuxièmement, il y a une deuxième pierre d'achoppement très importante qui est la dissolution de ce qu'on appelle les ligues de protection de la Révolution. Nous avons toujours dit que la Révolution n'a pas besoin de ligues pour être protégée. C'est l'État tunisien et chaque citoyen qui est chargé de protéger cette Révolution et de la mener à bon port. C'est à la justice de faire ça, non? D'abord, c'est la justice et le Premier ministère devraient se saisir de toutes ces ligues et les dissoudre immédiatement parce qu'elles sont déjà, dans leur exercice, en contradiction avec la loi sur les associations. La loi sur les associations qui dit qu'aucune association n'a le droit d'exercer ou d'être basée sur de la violence. Troisièmement, donc ça c'est un pierre d'achoppement très importante parce que le parti au pouvoir dit pour nous, ce sont des associations comme tant d'autres et s'il y a un problème si on leur conteste ou si on leur reproche du moins une action violente ou autre en dehors de la loi, qu'on s'adresse à la loi. Ça veut dire que demain, si on est en phase d'élection et que vous faites un meeting électoral, si des gens présumés de la Ligue de protection de la Révolution d'un village X arrivent, perturbent, vous allez devant la loi mettra 1 an, les élections seront passées et on n'aura toujours pas de décision de justice. Donc ça, c'est un élément très important. Le troisième élément, qui est un élément fondamental aussi, c'est qu'il n'y a pas eu d'accord sur la constitution de la de l'instance supérieure indépendante de la magistrature. Dans la mesure où on a parlé d'indépendance de la magistrature, mais que le parti au pouvoir ne veut pas reconnaître qu'il y a une sulta qadaïa, ça veut dire qu'il y a un pouvoir à cette institution. On laisse répondre Sinéji. Donc les points restent en suspens et c'est dans cet effet et à cet effet qu'a été créée une commission de suivi du dialogue national qui va commencer à se réunir, qui se réunit aujourd'hui, qui s'est réuni cet après-midi et qui va commencer à étudier et à essayer de trouver dans un cadre plus restreint que dans une grande salle comme celle du Palais des Congrès pour trouver des compromis. Sinéji, on vous laisse répondre sur ce dossier, on passe à l'ISI. En répondre, moi je pense qu'il y a un pas important qui a été franchi donc, par cette au moins première volée de discussion. Certainement, je suis d'accord avec M. Chervi sur les 3 points de divergence. On doit continuer à discuter. Certainement, il a rappelé donc, la position soit de Nahda ou d'autres partis ou le parti ou leur position. Il y a ces 3 points de divergence essentiels. Certainement, il y a qui restent en suspens et qui restent en suspens. Donc, le dialogue, donc certainement, on arrivera à trouver la solution parce que c'est nécessaire pour la validation de la Constitution en première lecture, qui est nécessaire pour la Tunisie. Sinon, on passera au référendum. Très bien. Alors, on passe à un autre sujet, c'est l'ISI, les candidatures à l'ISI. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus d'explications? Il y a eu le tribunal qui a ordonné de fermer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux Tunisiens qui nous regardent aujourd'hui? Peut-être que M. Jemel peut commencer, puisqu'il est membre de la commission de tri. C'est pour ça. Oui, qu'est-ce que je peux dire? Je suis membre de cette commission. Nous avons presque sur le point de finir notre travail et d'entamer donc la sélection, le choix par le vote de 36 membres pour le transmettre à la plénière. Et on a reçu donc la décision du tribunal administratif qui nous demande de suspendre le travail de la commission. Alors pourquoi? Pourquoi? Il y a donc suite à une affaire qui était déposée par à peu près 25 avocats depuis, je pense, le 5 mars, pour dire que la commission a dépassé donc son droit
pour mettre une grille d'évaluation donc non conforme à la loi elle-même. Alors que donc, nous n'avons pas cette lecture. Nous pensons que l'article 6 de la loi qui fondait donc l'ISI stipule que donc, ou a donné la procuration à cette commission pour traiter le dossier en fonction des conditions énumérées dans l'article 7 et en même temps en fonction du bon déroulement de l'ISI. Et on a estimé, en fonction de ces conditions, on a mis une grille d'évaluation. Par exemple, entre autres, on a dit pour l'âge, nous avons estimé qu'un juge plus âgé est plus compétent pour diriger ou peut-être l'ISI qu'un jeune qui vient d'entrer. Et on a dit, par exemple, pour les informaticiens, c'est le contraire. Plutôt un jeune qui vient de sortir de l'université, il est plus en bain dans la technologie qu'une personne qui... On a fait donc cette proposition, cette grille qui est appliquée sur tous les candidats. Et finalement, on a trouvé à peu près 98 candidats qui remplissent toutes les 9 catégories nécessaires. Et on était, comme je disais, sur le point de commencer le vote pour choisir le 36-9 de chaque catégorie. Finalement, donc, lorsqu'on a eu cette décision, on a eu donc le choix soit de respecter cette décision, et il y aura des conséquences, et ne pas le respecter, et certainement, il y a des conséquences. Et dans les deux conditions, et dans les deux situations, c'est difficile, et certainement, indépendamment du choix de la commission, qui était de respecter cette décision, il y aura un retard de 3 semaines, voire d'1 an. Très bien. Sifa Ouzicha fait par rapport à ça, à ce dossier. Moi, je crois que le problème de l'ISI doit être replacé dans le cadre global de ce qu'on a appelé l'environnement électoral. L'ISI, je rappelle à nos téléspectateurs que la loi portant constitution de l'ISI a été votée le 15 décembre 2012. Nous sommes actuellement, nous avons dépassé le 15 mai. Ça fait 6 mois que cette ISI n'a toujours pas commencé. On ne l'a pas vu encore, elle n'est pas encore matérialisée, on n'a pas encore la constitution de l'ISI. Il faut savoir aussi que quand cette ISI nationale sera constituée, il y aura des ISI régionales. Ensuite, il y a un travail énorme qui attend cette ISI. Parce que nous sommes tous attachés à avoir des élections transparentes et au minimum équivalentes à ce qui a été fait au 23 octobre. Je pense que le 23 octobre, ce n'était pas des élections extraordinaires, mais c'était très bon pour les premières élections démocratiques que nous avons faites dans notre pays. Quoi. Non, mais c'était la première élection démocratique et c'était très bon. Mais il va falloir encore progresser. Il y a encore 4 millions de Tunisiens à inscrire. Il va falloir revoir beaucoup de choses, notamment concernant le financement des campagnes, etc. Donc il y a beaucoup de travail qui attend cette ISI. Et les élections, c'est toujours quelque chose qui est la chose la plus importante à faire dans un pays en temps de paix. Je dis simplement que là, cette décision du tribunal administratif prouve 2 choses, à mon sens. D'abord, l'indépendance du tribunal administratif. Heureusement qu'il y a des tribunaux indépendants dans ce pays et qui ont encore le courage de travailler de façon transparente et de respecter uniquement la loi sans aucune influence. Et deuxièmement, c'est que je me pose la question, comment se fait-il qu'au niveau de l'Assemblée nationale constituante, vous ne soyez pas attaché aux critères de cette grille d'évaluation, à ces critères juridiques avant? Parce que là, maintenant, j'espère qu'on va pouvoir dépasser cet obstacle de cette décision. Parce qu'effectivement, si on va revoir, si vous allez revoir tous les critères d'évaluation, est-ce qu'il ne va pas falloir aussi revoir les candidatures? Est-ce qu'ils vont encore... Ils ont étudié plus de 8 ou 900 dossiers de candidature pour en sortir un premier jet de 400, ensuite 90. Et là, maintenant, on risque d'avoir du retard. Donc, dans ce cadre global, où on veut que ces élections se passent bien et que cette ISI commence à travailler, j'en profite pour dire que je ne vois pas comment on va pouvoir faire des élections avant fin 2013. Nous sommes aujourd'hui mi-mai, le discours n'est pas écrit, n'est pas voté. On risque, il faudra la majorité d'hier, sinon on ne peut pas le faire un homme. On ne peut pas prendre son temps. Il y a une dégradation de la situation économique et financière en Tunisie et sécuritaire qui fait qu'on ne peut pas prendre son temps. Il faut aller vite, mais vite ne veut pas dire bâcler et vite ne veut pas dire faire que les Tunisiens soient un petit peu, déçus de l'action des partis politiques. Très bien. Donc il faut absolument faire cette ISI rapidement, de façon claire. Maintenant, juste 10 secondes pour vous dire que sur les critères de l'ISI,
Je pense que cette ISI devrait être beaucoup plus populaire et beaucoup plus proche du peuple. Je ne vois pas pourquoi cette ISI, dans ses critères de candidature, a été fermée sur des universitaires, sur des juristes, sur des autres. Je pense que les médecins auraient pu en être. Je pense qu'un citoyen, à partir du moment où qu'il a une volonté de vouloir participer, a le droit de participer. Et les critères même de cette ISI devraient être revus parce que je la trouve trop sélective et trop fermée sur des catégories socio-professionnelles qui font que cette ISI ne me paraît pas représenter aussi toute la Tunisie. Je suis de votre avis sur le dernier point, mais je pense que c'est trop tard parce que la majorité de l'Assemblée a vu autrement. Moi, je tire deux leçons. Malheureusement, il y a une positive qui, je pense, et une autre, donc, malheureusement, négative. C'est qu'on a montré que les institutions de l'État doivent respecter les décisions de la justice et il faut le faire, c'est une bonne chose. La mauvaise chose, c'est que, malheureusement, on va voir du retard. On a déjà des retards, mais avec cette décision du tribunal administratif, on serait obligé, minimum, d'avoir 3 voire 4 semaines de retard dans les meilleurs cas. Très bien. Alors, moi, je voudrais... On a fini ? Il nous reste encore un point à discuter, une minute chacun, c'est pour ça. Alors, Ensal Sharia, on a vu que le meeting dimanche, ils ont attendu à peu près 35 000 personnes. Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que c'est légal, ce rassemblement, justement, à Kérouan? Je n'ai pas toutes les informations nécessaires. J'ai entendu qu'eux disent qu'ils n'ont pas demandé d'autorisation, alors qu'il y a une association locale qui a demandé autorisation. Et je ne sais pas encore quelle était la décision du ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'elle va l'accorder, vu qu'il y a une demande d'une association locale ou non? Mais j'espère que cet événement déroulera dans les meilleures conditions, si donc cet événement aura lieu. On a vu qu'il y avait beaucoup de sécurité sur la route pour accéder à Kérouan. On a vu aussi que le porte-parole d'Ensal Sharia avait déclaré, il a déclaré que la police a demandé de prendre des congés pour ne pas assurer la sécurité là-bas. Alors, est-ce que ça risque est-ce que ça peut prendre une autre tournure dans le pays ou pas? Moi, je pense que ça prouve 2 choses. Premièrement, c'est qu'on est encore dans l'escalade. Donc, nous avons eu, il y a quelques mois, des salafistes jusqu'à l'ambassade américaine. Ensuite, on a eu les Ligues de protection de la Révolution. Maintenant, nous avons Ensal Sharia. Je me demande si, dans ce laisser-aller général, le parti au pouvoir n'est pas en train de se faire déborder de toutes parts par des partisans potentiels sur lesquels ils pouvaient compter aux prochaines élections et qui sont maintenant en train de le déborder. Et je trouve un peu bizarre de traiter selon la loi, de façon républicaine, des gens qui contestent même les valeurs de la République, des gens qui contestent même les valeurs de la démocratie, des gens même qui contestent même l'État. Ce sont des gens qui veulent enlever l'État civil, et qui ne reconnaissent pas le caractère civil de l'État, et qui veulent mettre en place un autre État. Vous êtes d'accord avec moi? Même avec des gens qui ne reconnaissent pas l'autorité, qui ne reconnaissent pas l'État, on est obligé de les traiter avec les valeurs de l'État. À condition qu'eux respectent l'État et qu'ils respectent les lois. Non, ce n'est pas une condition. Il faut qu'ils respectent. L'État doit respecter la loi avec toute personne. Voilà, il faut que ces gens-là respectent. Il faut que ces gens-là respectent la loi. Moi, quand je vous dis qu'il y a une dégradation, rappelons-nous qu'il y a une semaine, je ne sais pas s'il y a une relation avec Ensal Sharia ou pas. Franchement, je ne veux pas leur jeter la pierre. Mais il y a une semaine, il y a eu un agent de police ou un commissaire de police ou un gradé de la police qui a été égorgé et assassiné de façon barbare. Barbare, absolument barbare, qui est indigne de notre pays, indigne de notre religion, indigne de l'islam. Et ce monsieur-là a été... Ces gens-là qui sont en Ensal Sharia ont la capacité de vous décréter mécréants, de vous décréter hors de la religion. À partir du moment où vous décrètent hors de la religion, ils sont en droit de vous assassiner parce que vous êtes hors religion, parce qu'ils considèrent dans leur esprit qu'ils ont probablement un bénéfice auprès de Dieu, etc., etc. Donc je crois qu'il est difficile de discuter avec ces gens-là qui profitent de la faiblesse de l'État actuel. Certainement. Et ils profitent de la faiblesse de l'État pour revenir avec force. Et ça, c'est inquiétant. Monsieur Charfi, vous dites que, soi-disant, peut-être Nahda peut profiter ou compter sur ces gens pour les prochaines élections. Et vous le savez pertinemment comme moi que ces gens, les élections pour eux, c'est blasphématoire. Donc ils ne participeront jamais aux élections. Donc on ne peut pas dire qu'un Nahda ou un autre parti politique compte sur leurs réserves en voix. Et le deuxième point, moi où je suis en contradiction totale avec vous, l'État doit respecter les lois
en tout moment avec toute personne, indépendamment de la réaction ou du comportement, que ce soit des criminels ou des voleurs ou des terroristes. Mais les personnes, à partir du moment où c'est des voleurs, des criminels, des terroristes, ils ne respectent pas les lois. Peu importe. Puisqu'ils sont criminels, voleurs ou terroristes, ils sont en dehors de la loi. Je pense de l'État. Il doit respecter la loi dans toutes circonstances. Non, l'État doit respecter les droits du citoyen à la loi. Mais le citoyen doit respecter la loi. Or, ces gens-là est géré par des lois. L'État doit gérer, faire que chaque citoyen soit jugé selon les lois en vigueur, en toute justice, pleinement. Doit préserver les droits du citoyen face à la loi. Mais le citoyen doit respecter la loi. À partir du moment où vous me dites que l'État doit respecter les droits d'un terroriste, d'un criminel, d'un voleur, je vous dis non. Il doit respecter simplement qu'il y ait une loi qui s'applique de façon juste, selon les codes en vigueur. Nous n'avons pas. Moi, je dis donc que l'État doit respecter les droits de toute personne et l'État, comme les personnes, doivent respecter la loi. Très bien. Il ne doit pas respecter, excusez-moi, c'est un problème de sémantique. L'État doit s'assurer que chaque citoyen puisse être, que nous soyons tous égaux devant la loi. Que nous soyons tous égaux devant la loi. Ça, c'est très important. Mais quelqu'un qui viole la loi et qui contrevient à la loi doit être jugé de façon juste. Et est-ce que l'État a le droit de ne pas respecter la loi? Non, l'État doit respecter la loi. La preuve, c'est donc lorsque je dis l'État doit en tout moment, dans toutes circonstances, respecter le droit, même avec les criminels. Il doit pas respecter la loi. Il doit assurer une justice indépendante, une justice juste, entre guillemets, équitable à ces gens-là. Mais ces gens-là qui ont contrevenu à la loi doivent nécessairement tomber sous le coup de la loi et on demande à l'État d'appliquer la loi. Il faut pas la respecter. Oui, mais de la faire appliquer. Moi, ce que je voudrais dire, pour finir, c'est que nous sommes dans une période difficile. Il y a une petite amélioration après la conférence nationale du dialogue. Mais il reste encore beaucoup de questions en suspens et beaucoup de questions qui ne sont pas encore, sur lesquelles il n'y a pas eu encore d'accord. Et j'ai peur que tous ces éléments-là, ne soient encore des éléments de retard quant à l'écriture du Destour. L'écriture de cette Constitution, si elle est retardée, si l'ISI est retardée, si l'écriture de la Constitution est retardée, nous avons une épée de Damoclès qui est socio-économique sur le pays, avec le FMI, avec la faiblesse du dollar, avec la cherté de la vie, avec des conditions de détérioration des conditions de vie du Tunisien et qui sont très inquiétantes, sans parler évidemment de la mauvaise image et de la saison touristique qui va passer, qui sera catastrophique probablement, du fait de ces violences au Chambi et les touristes qui ne viendront pas en voyant ce qui s'est passé avec Ansar Sharia. Je pense que l'État a beaucoup de responsabilités. Il doit assumer sans responsabilité le gouvernement, certainement, mais l'assurance de la transition démocratique et d'arriver à des élections libres et justes et transparentes, ce n'est pas uniquement l'affaire de l'État, du gouvernement, même s'il porte la plus lourde responsabilité. Il faut que tous, sans exception, l'opposition, le GTT et toute la société civile tunisienne participent, soit avec le dialogue, soit avec des actes, pour assurer que cette période de transition qui nous reste et qu'on sorte de cette période de transition, c'est l'affaire de tous et personne, ne serait-ce que le gouvernement, peut relever le défi toute seule. Très bien, merci beaucoup, messieurs. Merci monsieur Neji Jmel, député à l'Assemblée nationale constituante du parti Ennahda, d'avoir accepté de faire ce débat. J'espère qu'à la maison, ils ont plus compris. On a avancé un peu dans ce débat. On a essayé de donner un peu les avis par-ci et par-là. Sifa Fawzi Chalfi, merci beaucoup d'avoir accepté. Vous êtes membre du bureau exécutif du parti El Massar. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous, à la maison, de nous avoir suivis. On espère qu'on a fait avancer le schmilblick, comme on peut dire, et que vous avez compris un peu plus dans l'actualité de la semaine dernière, les dossiers chauds de la semaine dernière. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain à même heure, à 20h15 sur la même chaîne, sur Tounes Net TV. Bonne soirée sur notre chaîne. Au revoir.